Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour le débriefing du Grand Prix de Chine 2025, un Grand Prix assez particulier puisqu'on est encore une fois, malgré que nous sommes sur des conditions bien meilleures que ce qu'on a pu constater à Melbourne, c'est un Grand Prix qui était tout de même très compliqué sur certains aspects, notamment l'évolution de la piste, le resurfaçage qui a énormément handicapé certains pilotes, la gestion des pneus était primordiale sur ce circuit et je vais bien sûr vous en parler aujourd'hui. Donc dans ce débrief, comme toujours et comme d'habitude, dans un premier temps, on fait le résumé de la course très rapidement, je vais passer certains détails bien évidemment, puis ensuite, je vous donnerai mes tops et mes flops et je vous invite comme toujours à me laisser les vôtres dans les commentaires. Sur ce, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement et on est parti pour le débrief de ce Grand Prix. Donc on est parti pour le débrief de ce Grand Prix, mais avant toute chose, laissez-moi vous montrer tout de même le résultat de la course sprint, puisque oui, je rappelle qu'on était sous format sprint ce week-end, et c'est nul autre que Lewis Hamilton qui est venu remporter le format sprint, donc la course sprint du samedi. J'y reviendrai bien évidemment un petit peu plus tard. Et concernant la grille de départ, la voici, et c'est nul autre que Oscar Piastri qui est venu chercher la pole devant George Russell. Très gros tour du pilote britannique. Il est suivi par son compatriote Lando Norris en deuxième ligne, suivi par Max Verstappen quatrième. Cinquième, sixième, on peut retrouver les deux Ferrari. Hadjar septième, très bonne qualif pour le pilote français. Antonelli, Tsunoda et également Alexander Albon pour compléter le top 10. Et c'est parti les amis pour le départ à Shanghai. Oscar Piastri prend un très bon départ, il est directement suivi par son coéquipier avec un départ assez similaire. Norris va directement prendre l'extérieur sur George Russell et donc le dépasser pour la deuxième position. À l'arrière ça se passe un petit peu moins bien, notamment pour Max Verstappen qui s'est fait un petit peu piéger par les deux Ferrari qui vont d'ailleurs le dépasser. Dès les premiers tours de course, on peut d'ores et déjà sentir une certaine dégradation, une certaine chaleur. Ça va d'ailleurs être le cas pour Fernando Alonso qui va devoir abandonner dès le sixième tour pour un problème de frein. Par la suite, les amis, les écarts vont énormément se stabiliser et on rentre tout simplement dans la première phase, donc les premiers arrêts au stand qui interviendront dès le 13e, 14e tour, notamment avec des pilotes tels que Verstappen, Hamilton, Hadjar, Antonelli. Un tour plus tard, on pourra également retrouver le leader Oscar Piastri qui s'arrêtera pour d'ailleurs un arrêt de 3,8 secondes. Il ressortira tout de même devant son coéquipier et d'ailleurs pour Norris, ça se passera pas super bien puisqu'il ressortira juste derrière George Russell. Et même juste derrière Lance Stroll. Donc oui, très compliqué également pour Lando. Mais ça ne va pas durer pour Lando Norris puisqu'il récupérera sa P2 dès le 18e tour de course en dépassant George Russell. Au 21e tour de course, on peut voir que les Ferrari demandent notamment de échanger bien sûr les positions. C'est tout à fait normal. À partir de ce moment-là, Charles Leclerc était sur un bien meilleur rythme et une bien meilleure gestion que Lewis Hamilton. L'objectif est clair, essayer d'aller chercher la Mercedes de George Russell avant la fin de ce Grand Prix. Au 38e tour de course, on en arrive à la deuxième phase. Alors là, je vous explique très brièvement. Il fallait faire un choix, tout simplement. Soit on continue sur un seul arrêt, soit on décide de s'arrêter une deuxième fois. Et je vais directement vous spoil, pour ceux qui ne se sont pas arrêtés une seconde fois, c'était tout simplement la meilleure option. Voilà, il ne fallait pas s'arrêter deux fois aujourd'hui. Malheureusement, ça va être le cas pour Lewis Hamilton. Lewis Hamilton qui va décider de s'arrêter au 38e tour de course pour chausser les durs. Par la suite, les écarts vont énormément se stabiliser. On aura quelques batailles, notamment une grosse bataille entre Isaac Hadjar et Jack Doohan. Et également une très très grosse bataille au 52e tour de course entre Max Verstappen et Charles Leclerc. Max Verstappen qui était sur un très très gros rythme et qui dépassera le pilote monégasque pour la P4 juste avant la fin de ce Grand Prix. Au niveau des positions de tête, ça se passe très très mal, notamment pour Lando Norris, Lando Norris qui souffre d'un problème de frein. Et cela ne changera rien les amis au résultat final de ce Grand Prix aujourd'hui à Shanghai. Puisque au bout de ces 56 tours aujourd'hui, victoire d'Oscar Piastri, sa troisième victoire en Formule 1. Il est suivi par son coéquipier Lando Norris qui évite le pire aujourd'hui, suivi par George Russell pour compléter le podium, deuxième podium d'affilée pour le pilote britannique. Bon, on est parti directement pour les top flops et bien sûr, voilà, ça a été un Grand Prix quand même qui nous a appris beaucoup de choses, je pense, sur les performances de certaines écuries. Un Grand Prix qui a été très compliqué de bout en bout, vraiment très compliqué. Un Grand Prix qui favorisait énormément les pilotes de tête. Un Grand Prix où il était très difficile de garder ses pneus dans la bonne fenêtre de température. Il y avait énormément de surchauffe. Le resurfaçage, le nouvel asphalte sur cette piste n'a pas du tout aidé les pilotes. Et quand je dis que les pilotes de tête s'en sortaient
un petit peu mieux, c'est qu'il n'était pas non plus dans le dirty air, quoi, dans l'air sale. Il fallait absolument tenter de sortir de cet air sale pour pouvoir garder exactement la meilleure température possible et ne pas être trop touché par les turbulences aérodynamiques. Donc c'était un Grand Prix de gestion pour ma part, c'était pas non plus le Grand Prix où on avait le plus de dépassements, c'était beaucoup plus un Grand Prix de gestion, notamment de gestion de pneus et également de gestion stratégique, hein, puisqu'aujourd'hui les arrêts au stand étaient assez indécis, on va dire, et même encore une fois au niveau pneumatique, ça représentait un petit peu une inconnue, que ce soit lors de la première qualif pour la sprint ou même lors de la qualification, personne n'avait utilisé les pneus durs. Donc déjà, il fallait comprendre également les pneus durs une fois arrivés sur la piste. Les écuries n'avaient pas énormément d'informations concernant les pneus durs. Donc encore une fois, voilà, très très compliqué de pouvoir prévoir ce qui allait se passer lors de ce Grand Prix. Si je vous parle de mes premiers tops, ça va être extrêmement simple, hein. Tout d'abord, Oscar Piastri. Course de patron, encore une fois, course de patron. La semaine dernière, je vous avais dit que Lando m'avait impressionné. Voilà, Lando m'avait impressionné. Aujourd'hui, c'est Oscar Piastri qui m'a impressionné. C'est Oscar Piastri. Il m'a énormément rassuré sur certaines de ses faiblesses qu'il avait l'année dernière, notamment sur son rythme de course, sur sa gestion de gomme. Bon, après, il n'était pas non plus dans l'air sale, ça c'est sûr et certain. Mais tout de même, il a super bien géré cette course de A à Z. Il n'a jamais été mis en difficulté. Sur le départ, il prend directement la corde puisqu'il sait très très bien qu'il faut absolument défendre l'intérieur. Il a été parfait de bout en bout. Donc cette victoire est totalement méritée pour le pilote australien, lui qui n'avait pas connu le meilleur premier Grand Prix lors de cette saison 2025. Mais je pense que dans la tête d'Oscar Piastri, déjà, il y a quelque chose qui a dû changer vis-à-vis de cette saison. Je pense qu'il a compris forcément que l'année dernière, il avait peut-être probablement loupé une occasion d'aller chercher un très très gros résultat à la fin de la saison 2024. De toute façon, je crois qu'il l'a dit lui-même, hein, qu'il aurait aimé que le début de saison 2024 se passe beaucoup mieux, voilà. Là, je pense qu'il l'a totalement compris pour cette saison 2025. Il n'a pas envie de refaire les erreurs du passé. Là, on sait que McLaren est la première force du plateau, ça c'est sûr et certain. Et je trouve que c'est une très très bonne chose que Oscar montre directement dès le deuxième Grand Prix qu'il a les capacités pour pouvoir se battre, que ce soit contre les concurrents ou contre son coéquipier. Deuxième pilote que je vais mettre dans les tops, bien sûr, son coéquipier. Alors Lando Norris, je l'ai trouvé beaucoup plus en difficulté, hein, que ce soit lors de la journée du samedi ou même lors de la journée du dimanche. Pour être totalement honnête avec vous, j'ai pas retrouvé le Lando de la semaine dernière, le Lando qui n'avait fait aucune erreur, qui avait réussi à toujours s'adapter à la situation. Là, on l'a senti en très très grosse difficulté. Il avait énormément de mal à gérer ses pneus. Il faisait toujours quelques erreurs, que ce soit lors de la qualif sprint, la qualif, la sprint, la course, il a toujours fait une erreur. Là, il peut même s'estimer chanceux, hein, à la fin de ce Grand Prix de terminer devant George Russell, hein, puisque ses freins ont totalement lâché. Il y avait vraiment un très très gros problème de pression au niveau de ses freins. Donc il peut s'estimer heureux. Mis à part cela, j'ai trouvé qu'il avait fait un très très bon Grand Prix, mais j'avoue que je ne pensais pas le voir autant en difficulté, surtout face à son coéquipier. Je ne sais pas comment ça s'est joué au niveau des réglages, mais j'avoue que je n'ai pas retrouvé le Lando Norris qu'on a pu voir la semaine dernière à Melbourne. L'année dernière, lors de la qualif sprint, c'est lui qui avait pris la pole. Il est rapide sur ce tracé, mais je le sentais beaucoup en difficulté avec ses pneus, et c'est d'ailleurs très très rare de voir la McLaren autant en difficulté, ce qui veut tout dire, hein, bien sûr, sur l'état de ce circuit, et que cette piste évolue énormément, et que si tu ne t'adaptes pas, eh bien c'est toujours très très compliqué. Mais tout de même, je le mets encore une fois dans les tops. Lando Norris est toujours leader du championnat, et ça, il ne faut pas l'oublier. Troisième top, et c'est la deuxième fois d'affilée que je mets dans les tops, c'est la deuxième fois d'affilée également qu'il termine sur le podium à la fin d'un Grand Prix lors de cette saison 2025. C'est le 300e podium de Mercedes. Je vais mettre, bien sûr, George Russell dans les tops. George Russell qui est tout bonnement éblouissant avec cette Mercedes W16. J'ai l'impression que malgré les certaines lacunes de la W16, il arrive toujours à en retirer le meilleur aspect de cette monoplace. Si je reviens très très brièvement sur son Grand Prix, il prend un bon départ, voilà, derrière les McLaren, même s'il se fait, bien entendu, dépasser par Lando Norris, il reste tout de même au contact des McLaren. Par la suite, eh bien, il tente certaines choses, notamment un undercut sur Lando Norris. Il va venir s'arrêter au 15e tour, Lando au 16e. Ça va plutôt bien se passer pour lui, hein, puisqu'il va gagner un temps assez considérable. Malheureusement pour lui, ça a été trop compliqué par la suite de pouvoir contenir la McLaren. Donc il va finir par se faire dépasser. Il a fait une course, on va dire, dans l'anonymat, un peu isolé, voilà, seul au monde. Pas assez rapide pour attraper les McLaren, mais en même temps trop rapide pour se faire avoir par la Ferrari, même si
pendant un certain moment, il y avait une certaine pression de Charles Leclerc. Il a toujours plutôt bien géré bien exactement sa récupération d'énergie. Il a toujours fait en sorte d'avoir les meilleures sorties possibles pour pouvoir contenir le pilote monégasque jusqu'à un certain point de dégradation. Charles avait trop tapé dans ses gommes et par la suite, ça a été une autoroute, tout simplement, pour George Russell. Donc très gros résultat pour George Russell. Il récupère 15 points comme la semaine dernière et il fait en sorte que Mercedes se retrouve désormais P2 au championnat constructeur. On continue avec le prochain top, je vais tout de même le mettre, hein, même s'il n'a pas gagné de position par rapport à sa position de départ et sa position d'arrivée, il termine P4 à la fin de ce Grand Prix. C'est encore une fois Max Verstappen. Max Verstappen, j'ai bien aimé sa fin de Grand Prix. Je crois que c'est d'ailleurs le pilote que j'ai le moins vu lors de ce GP. C'est seulement à partir du 40e tour qu'on a commencé un petit peu à le voir, hein, puisqu'il a retrouvé un rythme assez conséquent. Max Verstappen, il partait 4ème, alors dès le départ, il perd 2 positions tout de même sur les Ferrari, mais il va être quand même assez chanceux d'une certaine manière, puisque Ferrari va totalement se tromper sur la stratégie pour Lewis Hamilton, et par la suite, il va retrouver un Charles Leclerc qui avait trop poussé pour rattraper George Russell, et un Charles Leclerc en très grosse difficulté, qui avait même un aileron avant complètement cassé. Donc il va finir par le dépasser au 53e tour de course. D'ailleurs, très beau dépassement, hein, encore une fois, au virage 3. Magnifique dépassement du pilote néerlandais. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire sur la course de Max Verstappen. Il était sur un no man's land. Comme Russell, il était vraiment sur une course de gestion. Mais bon, voilà. Très bon résultat de Max Verstappen tout de même. Il ramène de très gros points pour Red Bull, à l'inverse de son coéquipier. Ouais, c'est chaud là, c'est beaucoup plus compliqué, c'est un petit peu catastrophique, j'y reviendrai bien sûr dans les flops. Et on continue avec les prochains tops très rapidement, hein, mais il y a des choses que j'ai vues qui m'ont plutôt rassuré, notamment As, voilà, As qui était nulle part à Melbourne, et là ils sont revenus de... Tu ne sais même pas d'où, vraiment. Tu ne sais même pas d'où ils sont partis chercher cette fameuse performance. Concernant As, la semaine dernière, eh bien, on nous a révélé que le problème était venu d'un certain rebond. Voilà, sur la monoplace rebondissait énormément, probablement dû aux irrégularités du circuit de Melbourne. Là, sur un circuit beaucoup plus lisse, on les a sentis bien meilleurs. Les deux étaient sur des stratégies totalement différentes. Alors Ocon, il a suivi la tendance, hein, il s'arrête au 13e tour. Un seul arrêt, il fait sa course tranquillement. Là où Ocon s'est lancé en pneu médium, Biermann c'était totalement l'inverse, il s'est lancé en pneu dur et ça lui a plutôt bien réussi, hein, puisque à partir du 27e tour, quand il va venir changer ses pneus pour les médiums, il va faire énormément de dépassements en sortant des stands avec une gomme bien meilleure, il va venir dépasser Lawson. Et son dépassement le plus important, c'est bien sûr celui sur Pierre Gasly. Au 40e tour de course, il va dépasser Pierre Gasly pour entrer dans le top 10. D'ailleurs, je n'en ai pas parlé, hein, mais Esteban Ocon a fait preuve d'un très gros pilotage, tout comme son coéquipier. Surtout son dépassement sur Andrea Kimi Antonelli à la sortie du premier arrêt, juste incroyable, hein. Fallait vraiment le tenter et d'ailleurs ça lui permet de prendre et surtout de garder la 7ème position jusqu'à la fin de ce Grand Prix. Donc As, il y a quand même une nette amélioration, va falloir que ça se confirme, je pense qu'on est sur une monoplace qui subit énormément les irrégularités de certains tracés. J'ai hâte de voir ce que cela va donner au Japon. Mais en tout cas, il y a du mieux et ça fait plaisir. As peut enfin respirer. Et les deux derniers pilotes que je vais mettre dans les tops, je vais les mettre ensemble, hein, puisque pour ma part, ils ont fait à peu près la même course. Antonelli, tout simplement, Antonelli. Une fin de course assez mitigée tout de même. Je crois qu'il avait certains dégâts sur sa monoplace. Antonelli qui se battait énormément avec les Racing Bulls, que ce soit avant ou après son seul arrêt, hein, puisque je rappelle qu'il s'est arrêté au 13e tour de course. Et pareil pour Alexander Albon. Alexander Albon, lui, qui a énormément allongé, bien exactement son arrêt au stand, lui qui ne s'est pas arrêté dès le 13e, 14e, 15e tour de course, il s'est arrêté au 19e tour de course et ça lui a plutôt bien servi, hein, puisque à la fin de ce Grand Prix, il avait tout de même moins de dégradation et d'ailleurs sa monoplace était tout bonnement exceptionnelle, hein, sur les lignes droites. Pour dépasser Alexander Albon aujourd'hui, il fallait vraiment avoir la meilleure traction, la meilleure sortie possible avant la ligne droite. Donc on est parti maintenant pour les flops et le premier flop que j'ai envie d'aborder avec vous. Et franchement, je suis extrêmement déçu de cette écurie aujourd'hui. Je pense qu'il y avait bien mieux à faire. C'est bien sûr Racing Bulls, que ce soit Yuki Tsunoda ou Isaac Hadjar. Bon, j'ai pas forcément l'impression que c'est de leur faute. C'est plus de la faute de l'écurie, hein, puisque l'écurie a choisi tout simplement une stratégie à 2 arrêts.
Mais quand tu sais qu'il y avait le rythme, quand tu sais que les deux pilotes partaient 7e, 9e aujourd'hui et qu'ils terminent tous les deux à la 14e et à la 19e position, ça fait mal. Voilà, ça fait mal, ça fait mal. Les deux pilotes avaient un rythme tout bonnement incroyable. Ils avaient mis une très très grosse pression d'ailleurs sur Andrea Kimi Antonelli dès le début de course. Les deux s'étaient arrêtés avant Andrea Kimi Antonelli pour tout simplement tenter l'undercut. Ça avait mis d'ailleurs la Mercedes en très très grosse difficulté puisque à partir de ce moment-là, Mercedes n'avait plus énormément de choix au niveau de la stratégie. Eh bien, le deuxième arrêt n'était pas la bonne option. N'était pas la bonne option puisque par la suite, c'était beaucoup trop compliqué de pouvoir rattraper eh bien exactement les pilotes de tête. Il y avait trop d'air sale. Tsunoda qui a eu énormément de mal à dépasser Carlos Sainz, Hadjar pareil avec Jack Doohan. Donc oui, très très compliqué. Il y a même Tsunoda qui a perdu une partie de son aileron avant. Alors j'avoue ne pas avoir compris comment il a perdu un aussi gros morceau de son aileron avant. Peut-être dû à la pression aérodynamique, peut-être dû aux turbulences, mais c'est assez rare, bien sûr, ce genre de situation. Mais en tout cas, ça va totalement ruiner sa course, puisqu'il était devant son coéquipier à ce moment-là. Il va se retrouver 19e à la fin de ce Grand Prix. Énormément de frustration, je l'imagine aujourd'hui, que ce soit pour Yuki Tsunoda, pour Isaac Hadjar, et également pour l'écurie en elle-même. On continue avec l'avant-dernier flop. Moi, je vais personnellement mettre Jack Doohan. Alors je sais très bien que par rapport à sa monoplace, c'était très très compliqué d'aller chercher un gros résultat. Mais moi, en fait, ce que je n'ai pas aimé, c'est ses défenses. Ses défenses sur Isaac Hadjar en fin de Grand Prix. Je l'ai trouvé très très agressif, même beaucoup trop agressif. Il a tendance à chaque fois à bouger au dernier moment, ce qui est une manœuvre très très dangereuse. D'ailleurs, il se prendra 10 secondes de pénalité à la fin de ce Grand Prix. Donc... voilà, 10 secondes de pénalité qui sont totalement justifiées pour ma part. J'aime bien les batailles, j'aime bien les défenses quand elles sont bien exécutées. Mais là, j'avoue que je l'ai trouvé vraiment très très agressif. Donc je vais logiquement le mettre dans les flops. Et le dernier flop, je vais mettre Liam Lawson. Liam Lawson, la semaine dernière, je vous ai dit qu'il fallait lui donner du temps. Mais voilà, je reste encore une fois dans cette optique. Il lui faut du temps, bien sûr. Mais le problème, est-ce qu'il en a du temps? Est-ce qu'il a du temps? Avec Red Bull, tu n'as pas forcément le temps. Il faut que tu sois à la hauteur. Et j'avoue ne pas comprendre bien exactement ce manque de performance de la part de Liam Lawson. Quand je le vois 20e en qualification, c'est incompréhensible. Incompréhensible. On le sait très très bien. On l'a vu l'année dernière, c'est un pilote qui est quand même talentueux. Il s'en sortait très très bien dans la Racing Bulls. Mais j'avoue ne pas comprendre d'où vient ce manque de performance. Là aujourd'hui, au niveau stratégique, il part en dur, il s'arrête au 19e tour pour les médiums, ça ne change strictement rien à son rythme. Au 31e tour de course, après s'être fait dépasser par la Haas de Biermann, il rentre au stand encore une fois pour les durs, et ça ne change strictement rien sur son rythme. Alors là, franchement, je vous le dis très très ouvertement, je ne comprends pas d'où vient ce manque de performance. Peut-être qu'il a du mal à gérer les pneus. Lui, en plus, qui a un style qui est très comparable à celui de Max Verstappen. Je ne sais pas si ça vient de lui ou si ça vient de la voiture. Va falloir attendre les prochains Grands Prix, mais il va falloir qu'il relève la tête très très rapidement, puisque là, il est déjà sur un siège éjectable. On nous a dit que le choix de Red Bull était par rapport à son mental. Là, il va falloir un très très gros mental pour remonter la pente. Bon, vous avez dû remarquer que je n'ai pas parlé de deux écuries. Je n'ai pas évoqué... Ferrari et Alpine, et vous avez peut-être dû remarquer également que je me suis probablement trompé au niveau du classement plusieurs fois quand je vous ai énoncé certains pilotes. Eh bien c'est très simple, puisque là je suis en train de tourner le débrief et je viens tout juste en fait d'apprendre qu'il y a 3 pilotes qui ont été disqualifiés. 3 pilotes qui ont été disqualifiés, et notamment 2 pilotes de la même écurie. Je parle bien sûr de Ferrari et de Pierre Gasly. Voilà, Leclerc, Hamilton, Gasly disqualifiés de la course. Donc je vais vous citer les raisons qui ont poussé la FIA à disqualifier ces 3 pilotes. Ce sont des raisons qu'on a déjà pu voir par le passé, notamment avec George Russell au Grand Prix de Belgique. Pour Leclerc et Gasly, c'était la même raison. La monoplace était en dessous du poids minimum. La monoplace de Pierre et la monoplace de Charles a été pesée à 799 kg contre les 800 kg prescrits par le règlement. Donc les 2 monoplaces ont logiquement été disqualifiées. Pour Lewis Hamilton, c'est au niveau de son fond plat. Je vous cite l'analyse de la FIA. L'assemblage des planches sous la voiture 44 a été mesuré et s'est avéré être d'une épaisseur de 8,6 mm côté gauche, 8,6 axe de la voiture et 8,5 mm côté droit. Cette épaisseur est inférieure à l'épaisseur minimale de 9 mm spécifiée dans l'article 3.5.9 du règlement technique. Donc pour quelques millimètres sur le côté gauche, le milieu
et le côté droit, Lewis Hamilton a donc été disqualifié. Donc là, c'est tout bonnement une catastrophe, je sais pas quoi vous dire. Vraiment, je ne sais pas quoi vous dire. Franchement, je vais pas vous mentir, avant cette histoire, j'avais une analyse plutôt positive pour Ferrari. Franchement, j'étais extrêmement positif pour Ferrari. Vraiment, malgré que le résultat aujourd'hui n'était pas le bon. 5e, 6e, c'est sûr qu'on s'attend encore une fois à mieux, mais comme je vous l'ai dit lors des vidéos précédentes, je ne vais pas les juger tout de suite. Je leur laisse du temps. Je laisse du temps à Ferrari jusqu'aux premières évolutions. Ça, je ne reviendrai pas là-dessus. Je laisse du temps à la Scuderia. Malgré qu'aujourd'hui, la stratégie n'était pas forcément à la hauteur. Leclerc, un arrêt. Hamilton, 2 arrêts. Ce n'était pas du tout le bon choix pour Lewis Hamilton, puisqu'il n'a pas pu par la suite rattraper Max Verstappen, même avec des pneus durs neufs. Et Leclerc n'a pas pu éviter la dégradation, ce qui a permis à Verstappen de le dépasser en toute fin de Grand Prix. Et d'ailleurs, même si Hamilton n'était pas rentré, ça aurait probablement été un meilleur choix. Hamilton aurait peut-être pu défendre Leclerc, enfin du moins aurait pu peut-être faire une sorte de bouchon sur Max Verstappen dans les 5 derniers tours. Après voilà, on va pas refaire l'histoire, mais en tout cas j'ai trouvé que le week-end de Ferrari en globalité n'était pas mauvais. La course sprint nous a vraiment prouvé que la Ferrari avait un certain potentiel. Là j'avoue que ça m'a mis une claque. Franchement ça m'a mis une claque, vraiment une claque. C'est tellement cruel en fait, c'est tellement cruel pour les pilotes. Les pilotes qui ont cherché tout le week-end à extraire le meilleur de la monoplace, surtout lors de cette course. Les pilotes qui ont eu énormément de difficultés, que ce soit Hamilton avec la dégradation ou Charles Leclerc avec son aileron avant. Et là, voilà, disqualification. Pierre Gasly, lui, il ne perd rien, hein, il était 11e. Pierre Gasly ne perd strictement rien. Je vous remontre le classement. Esteban se retrouve 5e, Antonelli 6e, Albon 7e, Biermann 8e, 9e, Stroll 10e, Carlos Sainz. Je vais pas changer mes top flops dû à cette disqualification. Bien sûr, ce serait trop facile de mettre les pilotes comme Stroll ou Sainz qui arrivent dans le top 10 dans les tops dû à cette disqualification. Donc je vais pas le faire, hein. Je préfère rester sur ce que je vous ai dit un petit peu plus tôt, mais je suis extrêmement choqué et je crois qu'on est sur l'un des pires débuts de saison de la Scuderia Ferrari. Vraiment, je crois qu'on est sur l'un des pires débuts de saison. Ce qui se passe autour de la monoplace, ça je le pardonne comme je le dis toujours, et je laisse du temps à Ferrari, je laisse du temps, ils ont un nouveau concept, etc. Mais là, cette double disqualification a fait extrêmement mal. Et elle va pas plaire à tout le monde, ça c'est sûr et certain. En tout cas, voilà les amis concernant mes top flops. Désolé de terminer sur une note, on va dire assez négative. Tout de même, je viens tout juste de voir l'information. Vous savez très bien que moi je tourne mes débriefs juste après la course. Heureusement d'ailleurs que j'ai vu cette information avant de vous sortir la vidéo, sinon ça aurait été très très compliqué. En tout cas voilà les amis, on en a terminé concernant ce débriefing. Sur ce, j'espère vraiment que ce débrief vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement, ça m'aide énormément. Je vous remercie également. On a passé la barre des 25 000 abonnés, c'est juste exceptionnel. Donc merci encore, vraiment. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Prenez soin de vous les amis et je vous dis à très vite. Salut tout le monde.